Bonjour Arnaud, merci en tout cas d'être avec moi aujourd'hui pour nous expliquer ce qu'est l'UX et l'UI. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Alors, je suis consultant UX analyste fonctionnel depuis maintenant près de 3 ans chez Abilsen. Et j'ai un parcours comme, je pense, quelques UX aussi, pas sur mesure, on va dire. Ok. J'ai commencé début de carrière avec un master en com et j'ai travaillé pendant à peu près une dizaine d'années dans l'événementiel. À la suite de ça, envie de changer, envie d'autre chose. Du coup, je suis parti sur du design. Donc, à 35 ans, je suis retourné sur les bancs de la fac à Saint-Étienne. Forcément, pour faire du design, c'est pas mal. Et j'ai fait la première année de master parce que j'ai trouvé un emploi juste après. Et pour la petite anecdote, j'étais en master 1. La prof de marketing est partie aux États-Unis, je crois, et Ok. au lieu de faire mon master 2 et en plus de mon boulot à côté, du coup, j'ai donné des cours au master 1 en marketing. Ah ben donc Vu sacré le parcours. parcours que Oui. vu le parcours que j'avais, background que j'avais avant. Super. Et donc maintenant, du coup, donc j'ai travaillé d'abord sur, on va dire, en design plutôt orienté, on va dire, sciences molle, dans le public autour des conditions de travail. Et il manquait un peu cette dimension IT que j'ai rajoutée, du coup, en rejoignant Abilsen. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du projet sur lequel tu es aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis chez depuis presque 2 ans. Dans le secteur des mines, on travaille sur des applications métiers orientées effectivement pour les miniers. D'accord. Donc ce sont des applications soit mobiles, soit laptop. Et du coup, qu'est-ce que l'UX? Est-ce que tu peux nous donner un peu une petite définition On a combien de temps? Alors l'UX, on va dire qu'il y a 2 écoles. Il y a effectivement ce qu'on retrouve souvent, pour faire un peu caricaturer, UX, UI, et qu'on retrouve beaucoup sur LinkedIn, qui sont plutôt orientés digital. Oui. Moi, je fais partie de l'autre école, on va dire plutôt celle branchée Dan Norman, qui est l'UX au sens user experience, qui touche vraiment tous les utilisateurs. À partir du moment où on a un utilisateur, on a une expérience utilisateur, forcément. Et j'aime bien prendre cet exemple de la boulangerie, c'est-à-dire que quand on va dans une boulangerie, mettons dans son petit village, boulangerie des années 70, peut-être un peu taquin sur les années 70, mais je pense qu'on va tous se projeter. Oui, je vois très bien le style. Les petits carreaux là, C'est tout ça. C'est globalement, si on veut acheter du pain, voilà, on paye notre baguette 1 euro, on est content, on sait ce qu'on a. Et quand on va dans d'autres endroits, on a plutôt la boulangerie un peu plus concept, on est plutôt sur du noir. Et bah là, on va voir autre chose parce qu'on a une autre ambiance. Toute l'atmosphère est différente, même si au final on repart avec une baguette, souvent d'ailleurs plutôt à 1,20 €, voire 30, voire plus. Mais du coup, l'ambiance est complètement différente. Il y a quelque chose de plus enveloppant, même au niveau du corps, au niveau du ressenti. Et tout ça, ça va participer aussi à l'expérience utilisateur. Et je passe effectivement le fait que la personne en face de nous soit en jean, soit potentiellement avec quelque chose un peu plus marque, on va dire. Un vêtement un peu plus marque. Enfin, marque au sens la boulangerie. Hein. Oui, j'imagine. Du coup, c'est vraiment tous les éléments qui même nous entourent en fait, qui Exactement. participent à ce développement de ce qu'on appelle l'UX, qui du coup, si je me trompe pas, regroupe la partie esthétique, oui, mais aussi la partie pratique aussi pour nos utilisateurs. Alors effectivement, l'UX, on va avoir la partie donc UX UI, on va avoir la partie expérience utilisateur, la partie UI que tu soulèves avec la partie graphique. D'accord. La différence qu'on va avoir, c'est que le premier UX, on va plutôt être sur la conception vraiment du produit. Alors quand je dis vraiment, c'est-à-dire qu'il va y avoir toute la partie analyse qui va être faite, ce qu'on va appeler l'UX research. Là, il y a plein d'outils différents, qui soient sur du quantitatif, du qualitatif. Ça va nous permettre de construire dans les premières bases. Parfois même très rapide. Enfin, souvent les hackathons, on voit qu'on fait du prototypage rapide. Enfin, il y a des choses qui se sortent en 3 jours, qui sont magnifiques, mais qui sont prototypées. Donc c'est fait avec un bout de ficelle et du carton, et ça fonctionne très bien pour donner l'image de ce qu'on a envie de faire. D'accord. Après, effectivement, lui, c'est plutôt la partie un peu plus visuelle, beaucoup plus design produit. Si je caricature, un peu plus l'emballage. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir vraiment la conception, ce qu'on veut donner à voir, et puis l'autre va vraiment le mettre en forme, quoi. D'accord.
Et tu parlais de l'UX Research. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et peut-être faire un parallèle avec le projet que tu fais aujourd'hui? Alors, l'UX Research, c'est vraiment toute la partie où on va prendre le temps avec les utilisateurs d'aller à leur rencontre. Alors, soit effectivement d'aller à leur rencontre pour les questionner. Donc là, on va pouvoir faire des interviews, aller à leur rencontre même dans la rue. Si on a des projets qui sont plutôt orientés B2C, on a ce qu'on appelle de la guérilla, par exemple. Donc c'est plutôt presque en micro-trottoir. Ou alors on va faire, on va les regarder faire, manipuler une application, une expérience, comment ils entrent dans un magasin ou autre. Donc ça va être toute la partie quali. Et après il y a aussi toute la partie data où on va récupérer soit des retours sur des supports qu'on peut avoir. Tiens, j'ai un problème ici, j'ai un problème là, ou regarder avec d'autres outils qu'on va pouvoir appeler des heatmaps sur des applications. On va voir effectivement où est-ce que les utilisateurs vont, est-ce qu'ils vont bien cliquer là où on veut, ou à quel moment du coup ils partent aussi de l'application, pour essayer de comprendre le comportement qu'ils ont pour optimiser ce résultat, enfin cette expérience. Et du coup lui c'est vraiment la partie beaucoup plus design produit en tant que tel, où on va vraiment travailler la recherche de la couleur optimale. D'accord. Et donc ça, on essaie de le faire autant que faire se peut. L'UX se fait au tout début, où on va vraiment aller chercher presque le pain, donc le point de douleur, ce qui fonctionne pas ou ce qui gratte chez notre client ou chez l'utilisateur. Et ensuite, on va essayer de mettre tout ça en forme, quoi. D'accord. Et est-ce que l'UX évolue aussi avec les tendances d'aujourd'hui? Je pense que c'est peut-être le cas, mais est-ce que quand vous commencez un projet, vous avez quand même un peu les bases, on va dire, de ce qui fonctionne le mieux en termes de couleurs? Par exemple, on voit que des couleurs comme du terracotta aujourd'hui sont omniprésentes. Est-ce que, au fil des années, on a un peu ce cahier des charges de ce qui fonctionne le mieux avant de commencer un projet? Alors, je pense que oui, il y a des tendances. Il y a des tendances, on va dire en UI, il y a des tendances. Il y a eu une grosse période du flat design. À un moment donné, il y a eu une autre période. Là, j'avoue que je suis plutôt sur des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus flat, que sur des choses beaucoup plus catchy, beaucoup plus, on va dire, catchy en termes de couleurs. Les sapins de Noël, c'est pas trop mon truc. Donc oui, effectivement, on a des tendances. Après, dans tous les cas, ce qui fait la base de l'UX, c'est souvent aussi la dimension ergo et cognitive. Okay. Donc on se base aussi beaucoup sur ce qui a été fait, sur des études scientifiques. Typiquement, on va dire en creux dans ta question, j'entends light mode, dark mode. Exactement. Après, j'ai envie de dire que tout va dépendre aussi du contexte d'utilisation. Tout à fait. Je vais pas dire effectivement, oui, il faut absolument aller sur du dark mode, il faut absolument aller sur du light mode. Non, il faut les deux. Ouais, j'avoue que j'ai une préférence effectivement pour l'un plus que pour l'autre. Mais en fonction des cas, effectivement, le light fonctionne très bien, le dark est plus optimisé pour d'autres. Typiquement, quand je vois les développeurs, je pense que s'ils bossaient que sur du light mode, ils auraient les yeux vraiment rouges en fin de journée. J'imagine. Donc c'est pour ça qu'effectivement, pour eux, typiquement, du dark, c'est clairement optimisé. Ok, d'accord. Et du coup, pour reprendre ton projet, par exemple, est-ce que toi, sur l'utilisation telle quelle et la cible visée, est-ce que tu avais du coup quelques tips où tu t'es dit, voilà, les guidelines à mettre en place pour pouvoir être optimum pour les UX Research et savoir que ça va fonctionner par la suite? Alors, là sur le projet en cours, on a quelques retours effectivement d'utilisateurs, mais comme on est dans un secteur qui est assez compliqué, éclaté aux quatre coins du monde, les accès sont un peu difficiles, donc on a moins de relations avec nos clients. Mais en règle générale, si je prends un cas d'école, ou même ce qu'on faisait d'ailleurs quand j'étais sur un autre projet chez EDF, les accès étaient quand même un peu plus faciles auprès de nos utilisateurs. L'idée, c'est quand même de les consulter le plus souvent possible pour essayer d'avoir du feedback le plus rapidement possible et, si besoin, effectivement, ajuster les orientations que l'on prend. Globalement, quand on va bosser, souvent en IT, c'est le cas, on va bosser en sprint. Oui. Du coup, en fin de sprint, on va pouvoir présenter, dire voilà, on en est là. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos retours? Ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Honnêtement, moi, je préfère qu'ils me disent. Quand ils me disent ça me plaît, tant mieux, c'est chouette.
quand ils vont me dire ça me plaît pas, là ça va m'intéresser, j'ai plus envie d'aller creuser et comprendre le pourquoi ça les intéresse pas, ou pourquoi ça fonctionne pas, ou pourquoi il y a un truc qui gratte, pour essayer d'ajuster au mieux et répondre plus à leurs besoins. Donc dans tous les cas, effectivement, plus on peut tester, mieux c'est. Et du coup, vous avez une phase de test aussi après le lancement du produit pour toujours l'améliorer, tu restes en suivi à chaque fois de ce que tu lances en projet? Ça va dépendre après de la vie des projets, du management de projet. Idéalement, effectivement, c'est mieux de pouvoir toujours ajuster. Après, on a souvent des premières versions, des deuxièmes, des troisièmes. Enfin, on le voit sur les applications, oui. Sur les applications, régulièrement. C'est ça, je vois souvent mes applications, je dois encore les retélécharger régulièrement. Ou alors ça se fait tout seul, ils te disent tiens, il y a ça qui s'est mis à jour, voilà, ça a été optimisé. Donc effectivement, si ça a été optimisé, il y a plusieurs raisons. Soit effectivement parfois eux d'un point de vue technique parce qu'il y a des éléments qui ont changé, ou parce ils se sont rendus compte qu'il y a eu des bugs et autres, et à ce moment-là ils optimisent. Ok. Et quel est ton outil de prédilection pour réaliser ces projets-là? Alors, mon outil de prédilection aujourd'hui, au quotidien, pour reprendre un terme que j'ai entendu un jour, on ponce Figma. J'ai adoré ce terme, effectivement, parce que globalement, enfin, autant toi dans ton métier, c'est plus sur du Word ou parfois ou des trucs dans le genre pour préparer des éléments. Nous, clairement, je vois William, notre vidéaste, qui me fait non et non. C'est vrai que nous aussi, on est devenu Team Figma. Grâce à notre graphiste Louis, que je cite, s'il regarde cette vidéo. Et donc, ouais, du coup, on est Figma à 300%, ouais. Quasiment la prise de notes se fait sur Figma, sur FigJam, après, il y a 2-3 trucs à côté, effectivement, un peu d'Excel de temps en temps pour faire un peu d'analyse de données. Et dans ton parcours, tu as utilisé quel type d'outils? Est-ce que tu as pu voir une évolution dans les outils qu'on pouvait utiliser sur l'UX? Alors, au début, j'ai commencé avec, je sais plus lequel, c'était soit Axure, soit Balsamiq, il me semble que c'était Axure. Et assez rapidement, du coup, je suis passé sur Figma. Okay. Il y a eu un petit passage rapide sur XD. D'accord. Parce qu'on avait des licences Adobe. Adaptées, donc pourquoi pas. Voilà, on l'a pris et puis maintenant, effectivement, je pense que Figma a pris pas mal de parts de marché et s'est bien imposé. Et du coup, c'est la plateforme où tu peux retrouver tous les éléments utiles pour pouvoir faire de l'UX. Alors, c'est une des plateformes. Après, effectivement, on va travailler avec des petits compléments. Typiquement, du matériel, du Unsplash qu'on a besoin pour aller chercher quelques photos. Ou alors Leonardo parfois aussi, pour aller chercher aussi un peu des images un peu différentes. Mais majoritairement, effectivement, Figma. Mes layers sont assez costauds. Et tu nous as donné l'exemple de la boulangerie tout à l'heure. Mais parce que c'est vrai que souvent quand on parle du UX, on imagine des sites internet, des applications, comme on vient de dire. Mais finalement, toi, tu as parlé de boulangerie. Donc en fait, on peut se dire que l'UX ne s'arrête pas simplement à Internet, c'est qu'on peut le retrouver tous les jours et même dans chaque élément du quotidien. L'UX, c'est partout. J'ai pris volontairement l'exemple de la boulangerie pour montrer effectivement que c'est tout sauf, tout sauf des applications presque. L'application étant juste une partie, la partie presque visible de l'iceberg. C'est une école, je crois, c'est le Stanford, qui a produit un petit guide plutôt orienté design thinking, mais qui reprend pas mal de choses effectivement sur la démarche UX depuis on va dire l'UX recherche jusqu'au premier prototypage et qui se fait en 1 heure. Et là où c'est génial, c'est que leur exemple est basé sur l'expérience de recevoir un cadeau et d'offrir un cadeau. D'accord. Donc ça montre effectivement qu'on peut vraiment, l'UX c'est vraiment partout, quoi. Ah, c'est un bel exemple. Donc c'est recevoir, en fait, ça joue aussi un peu finalement sur les sentiments, de se dire comment face à une telle utilisation, quel sentiment ça va venir chercher chez notre utilisateur pour aussi jauger cette UX UI. Tout à l'heure, effectivement, on en parlait, l'UX c'est vraiment basé sur l'ergonomie et les sciences cognitives. Donc effectivement, la dimension émotionnelle joue beaucoup. Il y a ce qu'on utilise aussi comme outil pour faire de l'analyse, pour faire nos audits. Il y a l'UEQ, User Experience Questionnaire, qui se fait très vite. C'est globalement des paires de mots. Et il faut dire, est-ce que c'est plutôt beau, est-ce que c'est pas beau, est-ce que c'est ennuyeux, est-ce que c'est pas ennuyeux. Donc, voilà, toutes ces paires de mots, je les ai plus toutes en tête, mais il y en a à peu près une vingtaine, ont été soigneusement et scientifiquement pesées. D'accord. Mais qui sont tout sauf techniques. D'accord, oui. Et pour nous permettre d'analyser effectivement après nos outils, et ça, après il y a 3 grosses catégories qui ressortent. Est-ce que c'est plutôt hédonique? Est-ce que c'est plutôt effectivement
liées sur de la performance et tout ça. Et donc sur ces bases-là, on va pouvoir après travailler. Donc on se rend bien compte que l'UX c'est vraiment partout. Ouais. Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'UX lui, ou quelqu'un qui travaille déjà sur ce domaine-là? Quelles sont, on va dire, les bases pour pouvoir construire un projet? Alors, comme conseil, je dirais d'aller au musée. Et c'est pas une blague. D'aller au musée, de lire, de regarder des séries, des films. Okay. Et pourquoi? Parce que c'est ouvrir globalement le maximum au monde et c'est de créer des ponts ou des parallèles où parfois c'est pas être le plus qui paraissent complètement éloignés. Et pour ça, je trouve très bien, c'est ce qui est fait parfois dans le médical. Et principalement autour de, je sais plus quel hôpital fait ça, mais il y en a beaucoup maintenant, mais surtout dans les urgences pédiatriques. Typiquement pour faire, si un enfant a un problème cérébral, pour faire entrer un enfant dans un IRM, c'est pas évident. Oui. Il y a énormément du coup d'imagerie médicale qui ont retravaillé complètement des salles dédiées pour les enfants, justement où on rentre dans un univers. Et là, tu vas pas faire un IRM. C'est un voyage. C'est et évidemment, ils sont refaits. C'est ça, c'est un parc d'attraction. Ils sont complètement refaits. C'est un parc d'attraction. Je savais même pas, c'est une super idée. Et voilà. Et du coup, c'est en retravaillant sur cette expérience, du coup, les enfants sont complètement détendus. Et puis, s'ils sont détendus, les médecins aussi sont détendus. Du coup, ils peuvent avoir des images beaucoup plus propres. Exactement. Donc oui, c'est vraiment de regarder partout et de s'inspirer le maximum de ce qu'on voit. Si, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant aussi. Et là, pour le coup, je vais peut-être mettre une petite casquette un peu RSE. Mais on le voit aussi beaucoup, même dans le domaine de l'architecture, c'est regarder ce que fait la nature. Essayer de au maximum de regarder, de faire du biomimétisme. Il y a un bâtiment, je sais plus comment il s'appelle, en Chine. Je sais plus exactement où il est, donc je sais que c'est la tour de la télé, une tour de la télé. Globalement, il reprend une structure, il est un très gros bâtiment, il reprend une structure qui est une structure qu'on retrouve dans la nature avec je vais pas le décrire comme ça, mais globalement, voilà, une espèce de structure un peu alvéolée et qui est très rigide. Et pourtant, le bâtiment est très haut et il est très aérien et c'est génial. Et c'est clairement du biomimétisme. Et on a toujours regardé la nature, ou on va dire c'est peut-être une tendance aussi très actuelle aujourd'hui? Je veux dire qu'on l'a toujours regardé, j'espère. J'espère aussi. J'espère, mais enfin, si on va au Japon aussi, encore un peu l'Asie, mais le Nichikansen, c'est clairement du biomimétisme avec ce musée comme ça, enfin ce museau, ce nez. Ça reprend, je crois, un oiseau, je sais plus lequel, mais... Et du coup, on peut le retrouver sur les bâtiments, mais tu as aussi des exemples, d'autres exemples où on a un peu imité la nature dans notre utilisation. J'avais vu un projet du MIT sur des vêtements, où globalement c'est vêtements plutôt orientés sport, avec en fonction en fait de la température du corps, comme des petites ailes des petites ailes. Ouais, on va dire des ouvertures qui se créent au niveau du dos pour faciliter un peu comme les petites écailles qui se soulèvent un petit peu. D'accord. Et c'était plutôt assez chouette. Donc je sais pas si ce projet est sorti, mais c'était clairement inspiré. Oui. De, je crois, des requins ou autre. Et quel est le plus beau projet UX que soit toi-même tu as créé ou que tu as pu voir dans ton quotidien? Alors je vais en prendre deux. Un truc qui m'a vraiment bluffé. C'est quand j'ai changé mon iPhone. J'avais un vieil iPhone, et j'ai pris mon nouveau, j'ai voulu faire mon transfert de données, j'ai scanné l'espèce de... C'était pas un QR code, c'était un truc, pour le coup, vraiment joli, en plus, c'est une espèce de... Je vais pas en dire d'œil, mais un truc qui te regarde, là, comme ça, enfin, comme c'est bien faire Apple. Et du coup, toutes les datas étaient passées en un rien de temps, et ça m'a vraiment bluffé, parce qu'avant, moi, je recopiais toutes mes applications les unes après les autres, tout mon agenda, tous mes contacts les uns après les autres, fallait tout réenregistrer les comptes, et là, globalement, ça fait un petit effet miroir. Ça, c'était génial. Et un autre projet que j'avais fait aussi également, c'était plutôt dans du serious game. C'est sur un sujet tristement d'actualité, c'est autour d'une question de sexisme. Et le sujet était à la fois intéressant et pas évident à apprendre, parce que je connaissais pas grand-chose sur le contenu. Donc il y avait des experts qui bossaient avec moi. Et on a trituré le truc de manière à
à faire quelque chose qui fonctionne super bien. Enfin, je trouve. Et pour preuve, une collègue qui l'avait testé m'a dit, mais ton truc, ça m'a questionné pendant une semaine. Et en fait, l'idée du projet, c'était de faire de l'initiation, d'appréhender le plus sereinement possible les questions de sexisme, savoir l'identifier et autres. Et pour ça, on a travaillé sur, effectivement, le reconnaître, jusqu'à demander aux utilisateurs et aux joueurs de le faire. D'accord. Et là, du coup, c'était pourquoi le faire? Parce que si tu sais le reconnaître, c'est une chose, mais si tu sais le faire, tu sauras encore plus facilement le reconnaître. D'accord. Et du coup, c'était assez intéressant. Et on l'a fait pour adapter à toutes circonstances, parce qu'on l'a pris dans un milieu, à la base, c'était pour un projet plutôt orienté monde professionnel. D'accord. Qui devait toucher à la fois les DG, mais comme les secrétaires, donc du coup, vraiment tout le monde. Et du coup, on a fait quelque chose. Je pense que à un moment donné, tous était au resto. Et donc, on a travaillé ça sur un univers complètement partagé par tout le monde. Super, beau projet en tout cas. Et avec l'arrivée de l'IA, est-ce que ça a un impact aujourd'hui sur ton travail? Oui, ça a un impact. Il y a des jours, effectivement, ça me questionne. Je l'utilise, mais pas en analyse. Je l'utilise pour m'aider, soit pour créer des images, pour gagner du temps sur des recherches. J'ai testé quelques plugins qui étaient faits aussi sur Figma pour voir effectivement comment ça pouvait alimenter le travail. Il y a des choses qui étaient assez intéressantes. Je trouve que c'est un bon outil effectivement pour gagner du temps, pour nous permettre de déblayer globalement déblayer le terrain, nous inspirer. Par contre, en termes d'analyse, je pense qu'il y a des progrès. Et je pense que l'avantage aussi qu'on a, c'est que en tant qu'humain, j'ai envie de dire, on peut plus facilement aller là où on veut. Oui. Donc, je suis plus, on va dire, team analyse humaine. D'accord. Et puis après, ce qui me questionne aussi, c'est l'impact que ça peut avoir sur nos ressources en règle générale. Donc c'est pour ça que je l'utilise, mais avec parcimonie. D'accord. Et c'est quand même assez gourmand, je crois. Tout à fait. Et quand tu n'utilises pas sur l'analyse, c'est peut-être aussi pour avoir ce regard, on va dire, comme tu nous l'as dit, inspiré de ce que tu regardes au quotidien, des musées, des lectures, et peut-être se dire que l'humain a peut-être encore sa place à travers l'IA. Ah bah heureusement. J'espère. Et du coup, t'as jamais fait de projet pour tester en début, de se dire qu'est-ce que l'IA pourrait me proposer et qu'est-ce que moi j'ai proposé à la place? Alors j'ai fait un post LinkedIn l'autre jour, je lui ai posé la question l'UX globalement, enfin je me posais une question sur une analyse. Globalement, j'ai trouvé la réponse assez plate. Ouais. Et donc je me dis que oui, ça peut être intéressant parfois pour regarder un petit peu, c'est pour ça que je dis pour dégrossir, pour voir effectivement ce qui existe un peu sur le terrain, sur le marché, pour potentiellement nous donner quelques petites idées, mais après derrière, il faudra toujours pour moi qu'on rajoute une couche supplémentaire. Peut-être avoir toutes ces notions, parce que je pense que l'IA est rattachée à Internet, mais peut-être avoir ces notions de nature, comme on a parlé, et toujours être rattaché à ce sens-là, je pense. Exactement. Et du coup, pour conclure, on a parlé de l'IA. Comment tu imagines le futur de l'UX? C'est une très bonne question. Et je pense que ça fera sûrement l'objet d'une prochaine rencontre. Avec plaisir. Je t'attends pour le 2e épisode. En vrai, c'est une question que je me pose tous les jours et aujourd'hui, je sais pas comment effectivement. Enfin, je pense que l'IA va pouvoir évoluer, notre métier clairement va évoluer. Il évolue constamment. Après, comment il va évoluer aujourd'hui, dire que demain je ferai plus ça, ou demain je ferai plus ça, ou l'inverse, je ferai ça. Aujourd'hui, je sais pas. Donc le principal est de toujours faire confiance à ses sens, s'informer, utiliser un tout petit peu de ChatGPT et on pourra faire un beau projet UX/UI. Un petit peu, mais pas trop, parce que sinon ça va être trop lisse. C'est ça. On va avoir tous les mêmes applis partout, ça va être ennuyeux. Exactement. Merci beaucoup Arnaud, en tout cas d'avoir pris le temps, et au plaisir de te retrouver pour un 2e épisode. Avec plaisir. Merci. Merci.